merci d'avoir accepté cette invitation de l'AMF à ce forum, présidé notamment par Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-Nanapoule, et Éric Ménassi, maire de Trèbes, tous deux présidents coprésidents de la mission de prévention des risques et gestion des crises de l'AMF. Avec eux et avec les personnes de cette table ronde, nous allons aborder la question un peu épineuse en ce moment de l'assurabilité des assurances des collectivités, des EPCI. Pourquoi ces assurances ont-elles flambé pour certaines, les primes, pourquoi les contrats sont-ils si compliqués dans leur rédaction aujourd'hui, pourquoi certains appels d'offres ne trouvent-ils simplement pas de réponse. Une partie de la réponse est sans doute dans le fait qu'il n'a échappé à personne que ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, et j'en prends pour preuve les inondations, les feux de forêt, la sécheresse, les tempêtes ont fait que la nature s'emballe, les risques aussi, les conséquences sont importantes. En conséquence de quoi le jeu économique fait que la balance n'est pas toujours équilibrée et donc les négociations deviennent difficiles. Pardon, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Stéphane Delage et on va passer 1h30 ensemble, 7h30. Au travers nous allons parler donc de ce monde de l'assurance, deux courtes tables rondes de 3/4 d'heure chacune. Je vais être également le maître du temps, donc pardonnez-moi si de temps à autre je vous presse, messieurs, mesdames à la table ronde, de nous apporter des réponses assez directes. Deux tables rondes. Une première table ronde aura pour objectif de non pas planter le décor, mais expliquer ce qu'est aujourd'hui la réalité et du monde de l'assurance et des collectivités. Sans acrimonie, sans discours à charge, bien entendu. Il n'y a pas de méchants assureurs et de méchantes collectivités qui ne comprennent pas. L'idée pour nous, c'est de voir la réalité des choses, essayer de les comprendre. Deuxième table ronde qui suivra immédiatement, un peu de prospective pour essayer de trouver des solutions. Alors pas là dans l'immédiat, mais essayer de voir comment se négocient les choses aujourd'hui, ce qu'on peut faire, ce qui est recommandé, ce qui sera sans doute une des solutions ou des solutions pour demain, pour vous qui êtes maire et qui connaissez ces problèmes-là. Et puis à l'issue de ces tables rondes, s'il nous reste quelques minutes, je tâcherai de laisser passer le micro dans la salle pour que vous puissiez réagir. Alors non, surtout pas pour nous dire ce qu'est la réalité de votre collectivité, de vos EPCI, mais pour poser véritablement une question aux experts qui seront présents dans ces deux tables rondes. Parmi les experts, il en est un à qui je voudrais donner la parole tout de suite parce que c'est important, parce que il est à la frontière entre le monde de l'assurance et les collectivités. Je voudrais vous présenter Monsieur Alain Chrétien. Je vais vous tendre un micro. Pardon, voilà. Monsieur Chrétien, vous êtes maire de Vesoul, donc vous êtes élu. Élu référent assurance de l'AMF également. Vous êtes aussi coprésident avec Jean-Yves Dagès, l'ancien patron de Groupama, de la mission diligentée par Bruno Le Maire sur l'assurabilité. Et c'est dire qu'aujourd'hui, ensemble, vous auditionnez les assureurs, les assurés, mais aussi le Bureau central de des tarifications, l'autorité de régulation, le médiateur des assureurs, bref, tout ce qui fait aujourd'hui le monde de l'assurance pour essayer de trouver la bonne solution, ce qui va permettre de faire avancer les choses. Alors, avant de vous présenter les autres personnes de la table ronde, j'aimerais que, si vous le pouvez, si l'exercice est faisable en quelques mots, vous nous disiez ce qu'est cette mission et les objectifs, les attendus qui sont les vôtres pour les mois qui viennent. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre introduction. À la rentrée de septembre, au bureau exécutif de l'AMF, on était nombreux à soulever le sujet que de plus en plus de collectivités, et sans doute si vous êtes présent, que vous vous sentez concerné,
nous faisait remonter des résiliations, des explosions de cotisations depuis plusieurs mois. Et donc, David Lisnard a souhaité que l'AMF s'empare du sujet, a rencontré Bruno Le Maire au début du mois de septembre pour lui évoquer ce sujet. Et la première étape a été l'ouverture de la compétence du médiateur des assurances, qui nous fait le plaisir d'être là aussi ce matin, aux collectivités territoriales, puisque le médiateur est quelqu'un qui, par définition, doit faire de la médiation entre l'assureur et l'assuré quand on a des difficultés. Et jusqu'à présent, il n'était pas compétent pour les collectivités. Désormais, c'est le cas. C'est un premier pas. C'est le signe que le gouvernement a entendu l'appel du président et de l'AMF. Et le deuxième étage de la fusée a été de créer cette mission d'information, dont j'ai l'honneur de coprésider les travaux avec, comme vous l'avez dit, Jean-Yves Dagès, l'ancien président de Groupama, qui est un des principaux assureurs des collectivités. Et donc notre travail avec Jean-Yves Dagès va être de construire déjà un dialogue avec les assureurs, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. En tout cas, on était dans une relation client-fournisseur. Et désormais, il va falloir qu'on travaille. On a 6 mois pour dialoguer, pour se mettre d'accord sur les constats, dont on pourra en faire une partie ce matin, et puis ensuite tracer des pistes. Alors en quelques mots, pour relativiser un peu les choses, du côté des assureurs, le monde des collectivités, c'est 1% du chiffre d'affaires du monde de l'assurance en France. On doit être à 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires du monde de l'assurance. Et nous ne sommes que 1% de ce chiffre. C'est pour relativiser la contrainte pour les assurances. Or, pour nous, qui ne sommes pas des clients comme les autres, ne plus avoir d'assurance, ça a des conséquences fondamentales. Vous, si vous êtes trop dangereux sur la route et qu'on vous enlève votre assurance, vous prendrez le bus. Ça ne sera pas une révolution pour la société. Nous, si on ne peut plus assurer nos écoles, nos services publics, nos véhicules d'astreinte, etc., ça va causer un vrai problème. Donc nous ne sommes pas des clients comme les autres. Nous ne devons pas être traités comme des particuliers. Mais aussi, et que c'est un dialogue, les collectivités reconnaissent que l'environnement est en train de changer. L'environnement des assurances, pas l'environnement écologique, certes aussi. Mais l'environnement des assurances est en train de changer et il faut qu'on évolue, on est bien d'accord. Et les assurances ne sont pas un service public. Elles ont besoin de gagner de l'argent, ce sont des entreprises privées dans un secteur concurrentiel, elles ont aussi des contraintes prudentielles, des contraintes de capitalisation, et on est conscient, les collectivités sont conscientes que c'est un monde qui nécessite une rentabilité, et on n'est pas chez les bisounours, chez les assureurs. Donc il faut qu'on ait un dialogue serein, qu'on pose le cadre des difficultés, on comprend les difficultés des assureurs, mais il faut que les assureurs comprennent que quand un maire d'une commune de 500, 700 ou plus se dit je ne suis même plus assuré pour mon école, ça crée de l'anxiété, ça crée de la tension, ça crée de l'inquiétude. Et franchement, en ce moment, on n'en a vraiment pas besoin. Merci pour ces propos introductifs. Alors, je vous présente tout de suite les gens qui vont débattre de ce sujet. Franck Levallois, pardon. Franck Levallois est votre voisin. Je vous laisse prendre le micro. Monsieur Levallois, vous êtes directeur général de France Assureurs. C'est la Fédération nationale des compagnies d'assurance qui regroupe justement l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance qui opèrent en France, qui relèvent du Code des assurances, donc on parle bien des mêmes. C'est un peu plus de 250 sociétés d'assurance qui représentent 99% du marché. Le 1% d'ailleurs, il est où ? Pourquoi 99 ? Bonjour à toutes et à tous. En fait, on ne dit pas 100% parce qu'on est à 99, quelque chose. Il nous manque quelques assureurs européens qui exercent en France. D'accord, très bien. Alors, auparavant, vous étiez contrôleur des assurances. Avant de rejoindre plus tard Allianz, où vous êtes passé. Vous nous expliquerez succinctement comment fonctionne justement ce monde de l'assurance. Sylvie Aubert est à vos côtés. Sylvie Aubert, je vais vous tendre un micro que je vous laisserai le soin de faire passer aux autres personnes. Sylvie Aubert, vous êtes maire de Fontaine-le-Comte, dans la Vienne, 4000 habitants. Alors vous avez un budget d'assurance globalement de 90 000 euros dans votre commune. C'est à peu près 3% de votre budget de fonctionnement. 3% en soi, c'est pas lourd, mais quand ça bouge, on va vite passer à 6 ou à 7%. Et c'est ce qui vous est arrivé. Les primes d'assurance ont augmenté ?
Oui, 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 puisqu'on avait un ancien marché où on était à un peu plus de 40 000 euros sur l'ensemble de nos assurances et on a subi une augmentation de plus 66%, ce qui est énorme. Et on a eu la surprise assez désagréable en début d'année, alors que ça y est, notre nouveau marché débutait, de recevoir un courrier de notre assureur pour la dommage aux biens qui nous indiquait que nous avions un avenant à signer si nous voulions continuer à être assurés. Et donc cet avenant, c'est plus 40% à nouveau d'augmentation et le doublement au niveau de la franchise. Donc autant vous dire que c'est très compliqué pour une commune de taille moyenne de supporter tout ça. Et pourtant, me disiez-vous, vous avez une sinistralité qui est pas... qui selon vous n'appelle pas une telle augmentation des cotisations. Nous ne sommes pas en zone littorale, pas D'accord. en zone inondable, pas d'émeutes. Donc moi, cette situation, je la trouve difficile, mais je pense aussi beaucoup à mes collègues maires et élus sur d'autres régions où là, il y a une sinistrabilité qui est vraiment plus forte. Alors justement, je regrette, mais j'excuse l'absence de Charlotte Goujon, qui est maire du Petit-Quevilly. Alors le seul nom de Petit-Quevilly doit vous évoquer quelques mauvais souvenirs. Elle avait connu des émeutes terribles en 2020, cet été, et la destruction de biens communaux, notamment d'une école. Et j'aurais aimé qu'elle soit ici, on aurait aimé avec l'AMF qu'elle soit ici. Mais elle devrait bientôt faire un joli bébé et donc on lui souhaite plein de... Elle est toute excusée, voilà, elle est toute excusée. Ferdi Louisy est avec nous, vous êtes ici, Ferdi Louisy, maire de Goyave. Merci d'avoir fait le trajet pour venir au congrès des maires, j'imagine pas juste pour le plaisir de me voir. Ça aurait pu être un plaisir partagé, j'espère, mais évidemment. Le plaisir, on va l'étendre au congrès des maires, parce que sinon je ne pourrais pas justifier les frais de déplacement entre la Guadeloupe et... En ce moment, hein, attention. Vous êtes vice-président des éco-maires, oui, dont on parle beaucoup d'ailleurs sur Internet. Hein. J'ai lu beaucoup de choses à ce sujet-là. L'Association nationale des maires engagée pour l'écologie et le développement durable. Alors, je n'ai pas précisé que Goyave, c'est en Guadeloupe, 7800 habitants. 7800 habitants, un territoire très contraint par rapport aux risques naturels, soumis à la submersion marine, les inondations, le risque volcanique, le risque sismique. Non, je t'ai plus. Je passe pour les tempêtes, les ouragans, la pollution des sols. Et j'aurais dressé un tableau très intéressant de ma commune pour vous dire qu'on arrive quand même à vivre sur ce territoire en étant résilient. Merveilleux. Et alors il vous arrive une mauvaise blague, c'est que les primes... Alors vous, c'est pas tellement l'augmentation de la prime, c'est la résiliation pure et simple du contrat. Purement et simplement, Groupama, enfin, je ne sais pas si on peut nommer le nom des assurances, je ne pense pas que ça gêne, mais de toute façon nous sommes victimes. Alors quand vous êtes victime, vous êtes censé être public, puisque devant un tribunal on ne fait pas de secret. Donc Groupama, du jour au lendemain, s'est retiré. Depuis 2015, il a fallu qu'on cherche en urgence une assurance. Donc je me suis retourné, puisque les compagnies d'assurance françaises ne semblent pas vouloir assurer leurs risques, tant en responsabilité civile qu'en dommage d'ouvrage ou qu'en décennale au niveau des collectivités. Et donc, résultat des courses, je me suis retourné avec un courtier sur une assurance étrangère située en Europe, en Allemagne, en Angleterre, enfin ils sont un peu partout. Mais c'est ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'on a pris, et puis je ne vous dis pas les anecdotes, puisque on va en parler justement. On va en parler plus tard. On va se laisser comment c'est compliqué pour nous de vivre cela. On va parler de l'ingénierie, notamment des communes de taille moyenne. Je voudrais que vous donniez le micro à Sébastien Leroy. Sébastien Leroy, vous êtes maire de Mandelieu-la-Napoule. On est à une petite encablure de Cannes, c'est ça ? C'est ça. 25 000 habitants. Alors je dis 25 000 habitants à l'année, parce qu'en fait, vous passez de combien à combien selon les vacances ? Alors on est, comme toutes les communes du littoral, soumis à une très forte saisonnalité, vous l'avez dit, 25 000 habitants l'année, 80 000 à peu près l'été. Donc c'est vrai qu'on a une grosse évolution. J'imagine que là, en termes d'assurance, pour la période estivale, il y a peut-être des contrats d'assurance supplémentaires qu'il faut envisager ? Alors pas forcément, parce qu'on est calibré annuellement pour être dans cette strate. Au plus. La difficulté, c'est plutôt lié au territoire et à tout ce que les contraintes peuvent nous imposer, plus après aussi tout le risque humain et sécuritaire. Bien sûr. Alors vous êtes coprésident de la mission prévention des risques, gestion et crise à l'AMF, avec Éric Ménassi qui est à vos côtés.
Vous nous parlez plus particulièrement, votre sujet c'est l'auto-assurance. Vous me dites que vous envisagez l'auto-assurance puisque vous avez été durement touché par les inondations. Vous avez perdu près de 80 véhicules qui ont été accidentés. Là, j'ai envie de dire 80 véhicules d'un seul coup assurés chez le même assureur. Il n'a pas dû aimer. Oh, il s'en est remis, mais c'est vrai qu'effectivement, il a eu un réveil difficile. La difficulté, alors, c'est sur ce groupe qu'on a constitué à la demande de David Lisnard sur la prévention du risque avec Eric, et qui aujourd'hui travaille sur toute la France. L'idée, c'est de voir comment on peut trouver des solutions concrètes et pragmatiques sur un défi qui a d'ailleurs été très bien rappelé en propos introductifs et par Alain, qui travaille dessus d'arrache-pied. Comment on peut permettre l'aménagement et la protection d'un territoire et l'assurabilité de ce même territoire une fois qu'il a été sinistré ou qu'on sait qu'il va l'être. Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité. On sait que l'évolution, qu'elle soit naturelle ou humaine, va provoquer de grandes conséquences. Et aujourd'hui, de fait, beaucoup de communes ne peuvent plus s'assurer. En dehors du phénomène d'explosion des primes, aujourd'hui, certaines villes font de l'auto-assurance, puisque par exemple, vous le prenez de cette anecdote des 80 véhicules, quand vous perdez 80 véhicules d'un seul coup, votre assureur, via l'expertise, va tout faire pour réduire l'indemnisation et notamment va vous faire des réparations qui ne tiendront pas. Donc de fait, vous allez devoir remplacer les véhicules, vous le savez, et donc quelque part, vous avez déjà provisionné pour remplacer parce que vous savez que vous ne toucherez rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette évolution du système, elle se pose, c'est une vraie question. S'il n'y a pas d'évolution aujourd'hui de cette structure qui ne fonctionne plus comme elle devrait, on va devoir inventer un nouveau système. Mais donc ça veut dire qu'en signant votre contrat, vous avez déjà à l'esprit l'idée que ça va être défaillant. Vous n'êtes pas confiant, en tout cas. Alors la difficulté, c'est qu'on sait parfaitement que quand on a des grands sinistres, une fois qu'on est dans les négociations avec l'assurance, il y a tous les sujets possibles de contestation, d'exonération, et que de toute manière, on aura beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'espace. Tout ce qui est par exemple l'espace public n'est pas assuré. Vous avez des routes qui s'effondrent, l'assurance ne fonctionne pas. Donc vous devez déjà, là aussi, prévoir dans votre budget de quoi réparer. Et la vraie question, c'est comment, en travaillant avec les assureurs, on peut arriver à un système où si la collectivité fait des efforts financiers pour se préparer et se prémunir, elle peut aussi s'y retrouver financièrement sur ses contrats d'assurance. À vos côtés, Éric Ménassi, vous êtes le co-président de cette mission prévention des risques et gestion des crises. Vous êtes président de l'association des maires de l'Aude. Vous êtes maire de Trèbes, je l'ai dit, en Occitanie depuis 2014. J'avais envie de vous demander, depuis 2014, ça fait 10 ans, est-ce que vous avez vu, comment avez-vous vu évoluer cette question de l'assurance, de l'assurabilité? Ça a été soudain ces derniers mois, ces dernières années, ou c'est depuis longtemps? Bonjour à tous. En fait, je crois que le plus important, c'était d'évoquer ce qu'a dit Alain, de poser un constat. Avec Sébastien, nous essayons, au travers de nos multiples voyages métropolitains pour l'instant, poser un constat. La réalité, c'est que nous sommes confrontés sur notre territoire métropolitain et bien sûr ultramarin à un dérèglement climatique. C'est un paramètre qu'il faut partager. Ce dérèglement climatique nous oblige et nous impose à tous certaines façons d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, l'assurabilité des collectivités est un vrai sujet. Un vrai sujet, pourquoi? Parce qu'il est hors de question de stigmatiser les uns ou les autres. La réalité, c'est que les assurances, Alain l'a très bien précisé, font un métier et ne sont pas des philanthropes. Et nous, collectivités, nous sommes confrontés à des problématiques qui impactent directement nos budgets de fonctionnement. Lorsque vous avez, dans le meilleur des cas, une police d'assurance qui augmente dans des proportions de 30, 40 ou 50%, comment voulez-vous, dans les budgets contraints qui sont les nôtres, pouvoir continuer à équilibrer ces budgets? Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quand bien souvent, les assureurs se retirent. Le territoire de Trèbes, où je suis élu depuis 10 ans, vous l'avez dit, a connu 2 catastrophes majeures. La première, un attentat terrible, et la seconde, des inondations. Au travers de ces 2 événements majeurs, il y a une problématique territoriale aujourd'hui qui crée une vulnérabilité territoriale. Cette vulnérabilité a été prise en compte par les professionnels de l'assurance, mais nous, collectivités, on se doit d'assurer nos biens. Comment voulez-vous que nous fonctionnions si on n'assure pas nos biens? Donc je crois que ce vrai débat doit
avoir un vrai préalable d'abord, c'est-à-dire un constat partagé. Et ensuite, Sébastien l'a dit, on a peut-être la solution de l'auto-assurance. Ensuite, un élément qui est important, Alain l'a précisé, 1%. 1%, c'est un chiffre important. Hein. C'est-à-dire que les collectivités représentent 1% du chiffre d'affaires des assureurs. Et nous ne devons pas être traités comme les autres. Hein. Je crois que c'est un préalable essentiel. Franck Levallois, directeur général de France Assureur, j'avais dit en préalable, vous nous expliquerez succinctement comment fonctionne l'assurance. Je me trompe de beaucoup si je dis que le chiffre d'affaires du monde de l'assurance aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 milliards. Alors, je vais peut-être me lever pour, si vous voulez, oui, volontiers. Pour parler à tout le monde et pour regarder tout le monde. Non, en fait, il faut comparer des choses comparables. Il faudrait comparer en fait ce qu'est la réalité du marché des collectivités locales. Aujourd'hui, ça représente 385 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2022. Pour les collectivités. Pour les collectivités locales. S'il faut le comparer, il faut le comparer à ce qu'est le marché le plus comparable, le plus proche, c'est-à-dire celui des professionnels et des entreprises. Et là, ça représente un ordre de grandeur qui est entre 3 et 4%. Voilà, de ce chiffre d'affaires. Alors vous me direz, 3 à 4%, ce n'est pas forcément beaucoup, hein, et vous n'êtes pas des assurés comme les autres. Cela étant, ce qui me semble peut-être intéressant à souligner à ce moment, c'est le fait qu'il y a 5 ans de cela, le chiffre d'affaires n'était pas de 385 millions, mais il était de 470. Et la part de ce marché, c'était 7%. Un peu plus de 7%. Donc ce qui veut dire que, en fait, ce marché, votre marché des collectivités, il s'est contracté. Il s'est contracté en 5 ans, et de manière assez significative. Et je pense que la bonne question, ce n'est pas la stigmatisation ou quel assureur fustigé ou stigmatisé. La bonne question, c'est pourquoi. Et en fait, la réponse, elle est simple, mais il va falloir la creuser quand même, monsieur le maire. Mais elle est simple, c'est-à-dire que les conditions de l'assurabilité ne sont pas réunies, plus réunies ou moins réunies. En fait, l'assurance, un assureur, ce n'est pas une imprimerie de billets de banque. Un assureur, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, ce n'est pas un service public. L'assureur, en fait, ce n'est pas de la magie. L'assurance, ça repose sur ce qu'on appelle le principe de mutualisation. C'est très simple. Avec les cotisations de tous, on arrive à régler les sinistres de ceux qui ont eu le malheur d'en connaître un. Donc lorsqu'on règle un sinistre, comme ça a été le cas dans l'exemple que vous avez pris pour Mandelieu, en fait, c'est les cotisations de l'ensemble des collectivités locales qui permet d'indemniser ce sinistre flotte. Donc la mutualisation, c'est ça. Juste un chiffre, pour bien comprendre à quel moment la mutualisation a du mal à fonctionner. Cette année, donc je vous ai dit, le chiffre d'affaires, c'est autour de 385 millions d'euros. Le seul événement des émeutes aura coûté cette année, sur le marché des collectivités locales, 200 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié du chiffre d'affaires. Un événement, alors réparti sur l'ensemble du territoire, sur quelques communes qui ont été particulièrement impactées, 200 millions, c'est-à-dire la moitié, plus de la moitié du chiffre d'affaires. Voilà, est-ce que juste pour qu'on se rende compte. Une question de Béotien, puisque vous parlez justement de mutualisation. Pourquoi ces deux chiffres d'affaires sont-ils si bien séparés, sont-ils distincts? L'assurance des particuliers, de moi, de vous, nos voitures, nos habitations, et l'assurance des collectivités. Effectivement, dès qu'il faut refaire une école ou un hôtel de ville, c'est 10, 20 millions, ça plombe le chiffre. Et je disais, l'assurance totale de tout le monde, nous tous, c'est un peu plus de 200 milliards. Pourquoi cette séparation ? Tout simplement parce que le principe de l'assurance, comme je vous disais, c'est la mutualisation. Et quand on mutualise des risques, il faut que les risques soient homogènes, de même nature. Voyez-vous, on ne va pas comparer ou mutualiser, mettre dans le même panier des risques de particuliers et des risques d'entreprise. On est sur des problématiques différentes. Et d'ailleurs, je le dis, et je pense que ça c'est un message pour tout le monde, en termes de prévention, on ne pratique pas des mesures de prévention de la même nature entre des risques de collectivités locales, des risques d'entreprise ou des risques de particuliers.
Par ailleurs, je voulais vous donner un autre chiffre pour que vous mesuriez bien tout de même ce qu'est la réalité du marché des collectivités locales. Et c'est juste pour qu'on parle le même langage, en fait. C'est pour qu'on comprenne vos contraintes en tant qu'élu et que vous compreniez aussi les contraintes de l'assureur. Aujourd'hui, sur le marché des collectivités locales, c'est 82 000 contrats. Des contrats de dommages aux biens, de flotte automobile, mais également de responsabilité civile. 82 000 contrats. L'année dernière, donc 82 000 contrats, plus de 79 000 sinistres. Donc je vais pour la faire en résumé, et le chiffre que je vais vous donner a du sens, n'a pas un sens énorme, mais c'est juste pour marquer les esprits, c'est un contrat, un sinistre. Et ça, en assurance, pour faire fonctionner le principe de mutualisation, ça devient compliqué. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que l'assureur puisse, d'un coup de baguette magique, apporter un contrat et qui sera dans un tarif qui correspondra au budget, à votre budget. Et ça, on le comprend parfaitement. Alors, mais il faut y travailler. Je vais vous demander Monsieur Chrétien, vous vouliez répondre. Merci. Le travail a déjà commencé, je vois, et c'est un dialogue qu'il faut qu'on continue d'avoir. Je comprends vous expliquez la segmentation. Et c'est un point particulier. Votre question est la bonne. Sur un chiffre d'affaires de un peu plus de 200 milliards, on ne présente quasiment rien et on a l'impression qu'on est le fondement même du problème, alors qu'il est très limité. Vous dites que les risques ne sont pas les mêmes. Un EHPAD privé serait assuré sans aucun problème, alors qu'un EHPAD géré par une collectivité, lui, ne pourrait plus être assuré, alors que c'est exactement le même établissement. Une flotte automobile, parce que ce qu'il faut qu'on sache aussi, et beaucoup de collègues ne le comprennent pas, qu'on résilie le contrat dommage aux biens. Ça peut se comprendre, les écoles flambent, elles flambent pas quand même partout, mais qu'en même temps, on résilie l'ARC plus la flotte automobile, alors qu'il y a la voiture du cantonnier, que le cantonnier chiffonne, nettoie régulièrement, il passe l'aspirateur et dès qu'il y a une rayure, il est traumatisé. S'il y a bien, dans les conducteurs français, des agents qui sont beaucoup plus contrôlés que les autres et que vous avez beaucoup moins de chances de trouver à 5 h du matin avec 2 grammes dans le sang, c'est quand même bien les agents territoriaux qui conduisent les véhicules. Et là, il n'y a rien de plus qui ressemble à une assurance de véhicule de flotte automobile d'une collectivité qu'à l'assurance d'une flotte automobile d'une entreprise ou d'un particulier. C'est quand même un véhicule avec un conducteur dedans. Donc il y a aussi une incompréhension de la part des collègues qui voient l'intégralité de leur contrat, comme l'a dit le collègue, l'assureur il ne fait pas de cadeau, il résilie tout, je m'en vais, l'ARC, la flotte automobile, la protection fonctionnelle, dommage aux biens, je ne peux rien avoir avec vous, au revoir. Qui résilie le dommage aux biens, je comprends, mais qui résilie le reste, là on a du mal à comprendre. Donc moi je voudrais, dans le travail qu'on va avoir, qu'on retravaille sur cette segmentation, parce que j'en terminerai là. Un risque, pour être supportable, il doit être partagé. Un risque, pour être supportable, il doit être partagé, et qu'effectivement, le problème structurel qu'on a dans notre pays, c'est que les principaux assureurs sont trop fragiles, sont trop faibles. Aujourd'hui, on va le dire les noms, on a la SMAC, les Groupama, qui fait 75% du marché des collectivités, qui sont des petits assureurs par rapport aux grands qu'on connaît tous et que vous avez chacun dans vos contrats particuliers. Donc la structuration du marché de l'assurance en France fait que tout repose sur quelques assureurs fragiles et effectivement c'est compliqué pour eux. Voilà qui a l'avantage d'être clair. Ferdi Louisi, je voudrais que vous... Oui, vous avez le micro, très bien. Vous avez un cas qui est souvent montré en exemple, malheureusement, mais qui présente bien l'état de l'assurabilité de votre commune. Vous avez une école que vous avez tout simplement tronçonnée en fonction des risques d'assurance. Expliquez-nous en quelques mots comment ça s'est passé. En fait, lorsque Groupama nous a laissé tomber, donc on a pris une assurance étrangère et ils ont retenu sur une école de 10 classes, ils ont accepté d'assurer 4 classes et nous ont dit que les 6 autres qui sont dans la même enceinte ne sont pas assurables. Alors, pas assurable. Pourquoi ? Ils ont dit pour tenir compte du risque, de la vétusté, un certain nombre d'éléments qu'ils ont évoqués en disant qu'ils acceptent d'assurer une partie de l'école, mais pas l'autre. Et donc c'est quand même quelque chose qui est complètement abscon, excusez-moi l'expression, oui. Mais se retrouver dans une telle situation, je ne pouvais pas refuser.
Parce que ça voudrait dire que l'école, dans son intégralité, n'aurait pas été assurée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait faire? On a pris un expert et maintenant on est en train de travailler pour revenir à ce qu'on appelle, ce que j'appellerais une normalité. Vous allez faire en sorte de vous rabibocher avec Groupama? Alors, je ne sais pas. Groupama nous a dit que ce qui les intéresse, ce sont les particuliers, pas les collectivités. C'est ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et puis, il y a un élément qui me semble aussi important en termes d'assurabilité. Lorsqu'on parle de chiffre d'affaires, il ne faut pas oublier que bon nombre d'ouvrages d'infrastructures au niveau des communes ne rentrent pas dans cette partie de prime d'assurance que nous payons. Je parle des ponts, je parle des routes, je parle des murs communaux, et tout ça c'est exclu. Et forcément, vous n'allez pas le retrouver dans la base assurable. Et un deuxième point, lorsqu'on parle de solidarité, me semble-t-il que la solidarité, c'est sur l'ensemble de la nation, et donc les 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires devraient servir également pour les collectivités publiques. Je ne vois pas pour quelle raison on devrait faire de la discrimination par rapport aux collectivités publiques qui sont là justement pour rendre service à la population. Je voudrais juste rappeler aux assureurs qu'ils utilisent les mêmes écoles, les mêmes routes que les particuliers, et ce sont les écoles et les routes qui sont réalisées par les communes. C'est un sujet qu'on évoquera tout à l'heure, notamment avec Arnaud Schneeweiss, qui est médiateur de l'assurance. On pourra en dire un mot juste dans la table ronde qui va suivre dans 10 minutes. Madame, pardonnez-moi, Sylvie Aubert, on ne vous a pas beaucoup entendu. Vous n'avez pas de véritable difficulté, en tout cas pas de sinistralité. Vous avez dit malgré tout, l'assurance est un vrai problème chez vous. Est-ce que vous avez dû chercher des solutions alternatives? Et je profite pour glisser vers l'auto-assurance notamment, ou pas du tout, vous n'en êtes pas là? Pour l'instant, non. On a essayé de rétablir le dialogue avec notre assureur pour essayer d'échanger. En fait, c'était une fin de non-recevoir. C'est le pot de terre contre le pot de fer, hein, très clairement pour les petites collectivités. Donc l'auto-assurance, on ne l'a même pas envisagé. Hein. J'en ai discuté avec beaucoup de mes collègues. Sur des communes de petite ou moyenne strate, c'est quelque chose d'impossible. Où demain, nos budgets de fonctionnement serviront uniquement à faire cette auto-assurance et on rendra les clés de la collectivité au préfet. On ne peut pas s'en sortir en auto-assurance. Le risque est trop important. On fait fonctionner des écoles, on fait fonctionner des salles des fêtes. On est là pour assurer le lien de proximité. Et je rejoins complètement ce que disait mon collègue M. Louisy. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, les communes gèrent au quotidien et font le lien social du quotidien. Si demain nous sommes abandonnés par nos assureurs, si nous ne pouvons plus assurer nos bâtiments, c'est la fin d'une dynamique locale et de ce lien social et de proximité. Franck Level, alors oui. Monsieur Chrétien, moi je le dis clairement, l'auto-assurance, c'est la très mauvaise solution. Il ne faut surtout pas qu'on tombe là-dedans. Ça me fait penser aux assurances santé. Quand on n'a pas l'argent pour se protéger, le jour où on est malade, il faut vendre sa maison pour se faire hospitaliser. C'est surtout pas la réponse. Et je le dis aux collègues, on fera tout pour éviter de tomber dans ce travers qui serait une catastrophe pour nos collectivités. Ça, c'est essentiel et je te rejoins totalement. Rappelons le principe d'un mot, puisque vous avez le micro. L'auto-assurance consiste à ne plus s'assurer, mettre de l'argent de côté pour le cas où... Alors, on ne peut pas mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire que si votre école, elle flambe et que vous avez 4 millions pour la reconstruire, vous mettez 4 millions en budget supplémentaire ou en décision modificative pour refaire votre école. En droit public, en comptabilité publique, on ne peut pas provisionner. Contrairement en comptabilité privée, on ne peut pas mettre de côté 200 ou 300 000 euros. Alors, il y a la ligne imprévue. On connaît tous la ligne imprévue, c'est la petite goyotte qu'on met de côté quand on a un petit souci, mais elle doit être très limitée par rapport à la section de fonctionnement. On ne peut pas mettre 300 400 000 euros de côté au cas où on ait l'école qui flambe. Ça veut dire qu'il faut, l'année suivante, inscrire 4 millions sur le budget, et donc vous mettez la commune en faillite. Ouais. Alors à vos côtés, Christophe Jacobi, que j'ai pas présenté tout à l'heure. Christophe Jacobi, vous êtes maire de Allons, 140 habitants. 140, pas 140 000, 140 habitants, donc petite commune. Vice-président de la communauté de communes, écoutez le nom, j'adore, Alpes-Provence-Verdon, source de lumière. Bravo pour le nom, c'est joli. Hein. Vous êtes président du conseil d'administration de l'IRCANTEC, et c'est à ce titre-là essentiellement que je voulais vous donner la parole. Vous siégez aussi dans la commission ressources humaines de l'AMF. L'assurance statutaire pour les maires, alors ça c'est encore un mot qu'on n'a pas employé, j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots.
Parce que ça aussi, c'est un problème. Oui, effectivement, c'est un vrai problème. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. L'air de Paris, sans doute. Effectivement, c'est un problème parce que nous, maires, nous sommes en gestion de la maladie de nos agents. Et donc, nous subissons la double peine. Si un agent est absent, on doit le rémunérer, mais on doit aussi faire fonctionner le service. Et donc, l'assurance statutaire n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Et donc aujourd'hui, nombre de nos collègues se retrouvent complètement démunis face à cette situation où ils ont à rendre un service tout en payant la maladie. Donc on a une vraie réflexion au niveau de la commission RH et je pense qu'on s'associera à la mission qui est lancée aujourd'hui pour réfléchir comment bien s'assurer. Parce qu'il existe des assurances et je vous le dis, il y a également des résiliations de contrats. Parce que quand nombre d'agents, quand la collectivité fait face à l'augmentation de l'absence des agents, bien l'assureur résilie. On est confronté, on le disait tout à l'heure en préparant la table, on est confronté, on te demande la commande publique et le code des assurances. Aujourd'hui, le code des assurances permet à l'assureur de résilier le contrat, même si on a un contrat, même si on a un marché public. Et là, on a une vraie discussion avec les services de Bercy, j'espère, mais on aura une vraie discussion là-dessus. Voilà. Et je vous engage vraiment à faire attention. Vous êtes un maire-employeur. Quand vous rentrez dans cette fonction de maire, vous prenez la valise de maire-employeur. Et dans le maire-employeur, il y a cette gestion de l'assurance statutaire. Monsieur Levallois, en réponse à ce qui vient d'être dit, le fait de pouvoir rayer d'un trait de plume un contrat d'assurance, c'est, je le comprends dans le principe même des entreprises dont il était dit tout à l'heure, que ce sont des entreprises commerciales, à but lucratif aussi. Est-ce que ça semble aujourd'hui, en l'état actuel des choses, entendable ? Alors d'abord, elles ne sont pas toutes à but lucratif. Hein. Certains sont à but non lucratif. Mais ce n'est pas ça qui fait que les assureurs doivent être rentables. C'est, j'allais dire, c'est leur nécessité de solvabilité. Hein. Un assureur, donc ne pas perdre d'argent au moins. Eh bien exactement, il ne faut pas en perdre. Il ne faut pas en perdre parce que, en fait, on n'est pas solvable pour être rentable en assurance. On est rentable pour être solvable. Et solvable, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure d'honorer les contrats qui ont été signés, c'est-à-dire régler les montants de sinistres ou d'indemnisation au titre des sinistres. Je voulais juste rebondir sur ce que monsieur le maire Alain Chrétien disait il y a quelques minutes. Non, je crois qu'on ne peut pas dire que Groupama ou la SMAC sont des petits assureurs ou des assureurs fragiles. Je crois que ce n'est pas ça le débat. D'abord, la SMAC s'est rapprochée de Maïf, hein, qui est maintenant un grand groupe, un grand assureur. Groupama est l'un des premiers assureurs en France, donc ce n'est pas ça le sujet. Non, je pense que ce qu'il faut bien reposer, c'est le fait que sur votre marché, qui est le marché des collectivités locales, où vous avez des risques spécifiques, et c'est ça le point important, vos risques ne sont pas exactement ceux du particulier. Pardon, mais assurer un appartement, alors c'est un très bon exemple, vous avez raison. Vous êtes plus proche de l'entreprise que de l'appartement, de votre maison individuelle, bien évidemment. Et dans l'entreprise, l'assureur dialogue directement avec le chef d'entreprise. Je rappellerai le cadre des appels d'offres. Hein. L'appel d'offres public, c'est quand même un cadre dans lequel c'est quand même assez singulier. L'assureur qui doit couvrir un risque ne discute pas avec celui qui veut céder son risque. Enfin, pardon, c'est comme si vous alliez voir un cuisiniste pour faire une cuisine sur mesure, et puis vous allez le voir, vous choisissez la couleur des placards, mais vous ne lui donnez pas les cotes de votre cuisine. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens quand même. Bon, c'est exactement ce qui se passe en assurance avec le système des appels d'offres publics. Il n'y a pas de dialogue. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de ces appels d'offres publics, enfin de ces commandes qui passent en gré à gré, évidemment. Et là, il y a un dialogue parce qu'ils sont infructueux. Oui, et parce qu'ils sont infructueux, et donc ils tombent en gré à gré. Mais en gré à gré, ça permet surtout, c'est de discuter, d'avoir un dialogue direct ou plus direct, et notamment, et ça me semble être un point à avoir à l'esprit, parce que c'est, encore une fois, on ne sortira pas de ce sujet par la stigmatisation, ou par l'imposition, par une obligation, on en sortira en trouvant des solutions constructives. Et il me semble qu'il y a une piste qui est très intéressante, c'est prendre conscience que
vous, en tant qu'élu, vous avez bien évidemment beaucoup de responsabilités, mais vous avez également celle, et là, l'assureur est là pour vous accompagner, c'est celle de maîtriser, gérer au mieux les risques concernant vos bâtiments, les risques concernant vos flottes. Et cela, ça doit se faire dans le dialogue. Le chef d'entreprise, quand on va le voir, ce qui m'est arrivé dans une vie antérieure, quand j'allais voir le chef d'entreprise et qu'on discutait avec lui, on discutait en fait des mesures de prévention, le fait de mettre en place des portes coupe-feu, le fait de sprinkler ses bâtiments. Et le chef d'entreprise investissait. Et d'ailleurs, il n'investissait pas pour l'assureur, pas pour les beaux yeux de l'assureur. Il investissait tout simplement parce qu'il protégeait son outil de production. Mais ça se passait par le dialogue. Et ça nécessitait, pour maîtriser les risques, pour réduire le niveau de risque, ça nécessitait des investissements en matière de prévention. On va en parler dans la deuxième table ronde, justement, parmi les pistes à étudier. La prévention en est une. Je voudrais demander aux deux maires, Madame, puisque vous avez le micro, Sylvie Aubert, comment est-ce que vous négociez, vous, dans votre commune, je le rappelle, 4000 habitants, quel est le degré d'ingénierie dont vous disposez pour discuter, négocier, écouter, choisir son assurance, aller voir à droite à gauche? Est-ce que vous avez le personnel pour? Alors, j'ai le personnel pour, j'ai un directeur général des services, j'ai des agents qui sont en charge des affaires juridiques, mais on se fait aussi pour les assurances accompagner par un cabinet spécialisé, justement pour faire l'évaluation de ces risques et pour pouvoir essayer de négocier au mieux nos contrats. Donc, dans l'appel d'offres, tout ça s'est pris en compte et ce cabinet nous accompagne. Et lorsque nous avons eu la fameuse gentille lettre qui nous invitait à signer un avenant, sinon nous avions une résiliation en début d'année, eh bien, dans ce courrier-là, il était indiqué qu'on avait une sinistrabilité trop forte, sinistrabilité non vérifiée. Que vous n'avez pas évalué, vous. Enfin, ça ne vous paraissait pas justifié. Complètement. Monsieur Louisy, je crois que vous avez vous aussi ce problème. Presque 8000 habitants, donc vous avez l'ingénierie pour étudier ces contrats? Alors, nous avons dû, face aux augmentations, je rappelle simplement, par exemple, sur la responsabilité civile de 2017 à 2023, 78% d'augmentation. Sur le dommage ouvrage de 2017 à 2023, 73% d'augmentation. Et depuis les événements climatiques, puisqu'on a des tempêtes depuis 2022, alors qu'on avait prévu, par exemple, 3% d'augmentation sur la dommage ouvrage, on est déjà à 11%. En responsabilité civile, rien que sur une année, là, depuis les derniers événements en perspective de 2024, on a déjà 23% d'augmentation prévue sur la responsabilité civile. Alors, on a recruté, pour faire face à cela, un chargé de mission bâtiment. Ensuite, on travaille, comme ma collègue, avec un cabinet extérieur qui a remis tout à plat, qui a fait un inventaire. Bon, là encore, il fallait budgétiser puisque ça ne s'était pas prévu dans le budget. Et donc, nous sommes obligés de faire énormément d'efforts en termes d'ingénierie, en termes financiers, pour limiter le risque. Mais s'il n'y a pas de risque, pourquoi on aurait une assurance? Parce qu'après tout, l'objectif de l'assurance, c'est de bien pouvoir nous accompagner pour couvrir les risques. Il y a un point sur lequel je souhaite insister, on le verra dans les solutions tout à l'heure, c'est de dire qu'on a récupéré pas mal d'ouvrages lorsque l'État nous a transférés dans le cadre des ouvrages et qui aujourd'hui ne sont pas aux normes. Il ne faut pas oublier aussi que la réglementation mise en place à travers les lois n'apporte pas des solutions aux communes et les assurances se mettent derrière la réglementation en disant oui, mais votre bâtiment il n'est pas aux normes, donc il ne peut pas être assuré. Et donc on se retrouve confronté à la vétusté, on se retrouve confronté aux normes et qui évoluent. Parce que les normes de bâtiment, il y a 30 ans, ou d'un ouvrage ou d'un pont, puisqu'un pont, vous ne le construisez pas pour 1 an ou 2 ans, vous le construisez pour 50 ans, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Et donc l'assurabilité, on nous exclut, on nous dit ça, ce n'est pas assurable. Alors que la loi nous donne, nous, maires, des obligations et des responsabilités en termes d'assurance, mais ne nous apporte pas des solutions. Alain Chrétien. Oui, alors on va glisser dans la deuxième table ronde pour simplement progressivement. Dire que, progressivement, vous vous rendez compte, une commune de 4000 habitants est obligée de faire appel à un expert en assurance pour l'aider à rédiger son appel d'offres. On est rentré dans un système d'une complexité
à la fois pour les collectivités comme les assureurs. Moi, j'ai des assureurs qui me disent « Oh là là, moi, les collectivités, ça ne m'intéresse pas. C'est tellement compliqué pour répondre à vos appels d'offres que je ne vais pas perdre mon temps à passer des heures à répondre à votre cahier des charges, votre CCAP, votre C, etc. Je préfère aller voir mes privés que je connais bien, alors que le monde du public, c'est de plus en plus complexe. » Donc, il y a une complexité qui est présente à tous les étages, y compris Grand Port de Marseille, qui est sans doute une collectivité qui est dotée d'un service juridique gigantesque. Là, c'est un cas d'école. Était en contentieux contre son assurance, et ils ont gagné. Donc on est dans un environnement juridique hyper complexe, hyper incertain, très sensible, qui décourage à la fois les assureurs et les assurés. Donc naturellement, et là je tourne vers la direction du Trésor, le ministère des Finances, il faudra qu'on travaille ensemble, sans doute sur une simplification de l'accès au monde de l'assurance pour les collectivités, pour réengager les assureurs de nos côtés et ne pas les décourager à répondre. Puis un dernier mot, vous ne le savez peut-être pas, mais quand on est moi je croyais qu'en commission de sécurité, quand j'avais mon avis favorable de commission de sécurité, je pouvais l'opposer à mon assureur pour dire écoutez, ma commission de sécurité s'est réunie, elle a émis un avis favorable, donc j'ai absolument rien à me reprocher. Ouais. Sauf que les normes ne sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes entre ce qu'on nous exige de la part de l'État, comme tu le disais, en commission de sécurité, et ce que les assureurs exigent de nous. Donc là aussi, il va quand même falloir qu'on s'harmonise. Et moi, dans le monde idéal, j'aimerais que l'avis favorable en ERP vaille contrat de confiance avec l'assureur et que ce soit suffisant pour dire à l'assureur vous êtes dans les normes, donc j'accepte de vous assurer. Mais ce qui ne diminuera pas pour autant les risques. C'est autre chose. Mais là, on glisse tranquillement vers les solutions. Il y a un problème de réglementation de normes et un problème de réglementation de la commande publique. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir opéré cette transition vers la deuxième table ronde, en fait, qui est une extension de la première. Et je me tourne à ma gauche pour vous présenter Arnaud Schneeweiss. Vous êtes médiateur de l'assurance, ancien délégué général de France Assureur, donc vous connaissez bien ce monde. Vous faites... je vais vous piquer un micro, pardon, excusez-moi. Hop, je passe le micro ici. Vous faites de la médiation, mais vous me disiez... on ne fait pas de la médiation au sens du médiateur qui discute et qui négocie. Vous êtes très factuel. Vous regardez les dossiers. En quelques mots, puis je vous oui, la médiation de l'assurance est une médiation de la consommation. Nous sommes une médiation par l'expertise, c'est-à-dire que nous allons collecter les documents, l'assuré nous saisit, que ce soit un assuré particulier dans 96% des cas, dans 4% des cas c'est une PME, artisan, commerçant, puisque notre mission a été étendue aux PME en décembre 2020, au pic de la crise sanitaire, et on va dire qui a raison dans le litige. Donc on n'est pas une médiation de conciliation, de rapprochement des points de vue. On ne met pas les gens dans une salle en disant on va se parler pendant 2 heures et puis chacun va faire un pas vers l'autre et puis vous allez trouver un compromis. La manière dont on fonctionne, c'est que, donc on est une médiation par l'expertise, on dit donnez-nous les documents, expliquez-nous le litige, fournissez-nous les conditions générales du contrat, les conditions particulières, le rapport de l'expert, etc. Et on va dire qui a raison dans le litige. Donc on est un peu dans le précontentieux. D'accord. À vos côtés, Martin Landais, vous êtes sous-directeur en charge des assurances à la direction du Trésor. Vous représentez l'État, en quelque sorte. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir accepté cette invitation. L'enjeu, dites-vous, c'est de faire revenir les assureurs qui ne répondent plus aux appels d'offres, tout simplement, vers les assurés potentiels, puisqu'ils ne le sont pas. Comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Merci beaucoup. Alors, Bruno Le Maire a déjà, entre guillemets, fait un premier pas, ce qui montre l'intention de l'État de faire se réconcilier les deux parties. Est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que c'est la bonne direction ? Alors, bonjour à toutes et tous. Je crois que Alain Chrétien l'a dit, la première étape, c'est renouer le dialogue. Renouer le dialogue... Bruno Le Maire l'a fait en ouvrant la médiation aux collectivités territoriales, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui était le cas pour les particuliers et puis pour les PME depuis la crise Covid. Et là, c'est aussi le cas pour les collectivités territoriales. L'objectif, c'est bien d'instaurer un dialogue et de ne pas être dans une décision qui peut être vécue comme brutale par les assurés collectivités territoriales. Bruno Le Maire, il a aussi
inviter et appeler les assureurs pour leur dire « je ne veux pas de résiliation sans explication. Du jour au lendemain, vous devez parler aux collectivités, vous devez engager un dialogue avant de rompre le contrat. » Pardonnez-moi juste une chose, vous dites de façon à peu près longtemps « je ne veux pas ». Est-ce à dire que l'État a plus que son mot à dire dans le Code des assurances? Alors, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a moi, je suis en charge de la réglementation, la sous-direction des assurances, de la réglementation des marchés, des entreprises d'assurance, des entreprises et des marchés, que ce soit assurance vie, dommages, santé, au niveau national et aussi au niveau européen, où on négocie pour la France les textes qui sont pris. Donc, le Code des assurances, il s'applique. Il y a des marges de manœuvre nationales et lorsque c'est possible et jugé pertinent, évidemment, on prend sous l'autorité du ministre les décisions pour que les choses évoluent. Et je dirais que sur ces sujets d'assurabilité des collectivités territoriales, on est au fond sur un problème qui est même d'une autre ampleur, parce que ces problèmes d'assurabilité, ils touchent là de manière extrêmement forte et pénible les collectivités territoriales, mais il faut dire que pour les entreprises, les situations, elles sont tendues aussi pour le marché des professionnels. Pour le marché des particuliers, que nous sommes tous, et je pense qu'on le vit tous, on sait que les primes d'assurance, elles ne vont pas baisser dans les années qui viennent, parce qu'on est sur un environnement d'augmentation des sinistres qui fait que mécaniquement, je veux dire, comme le disait Franck Levallois, les assurances, on veut qu'elles soient solvables, et nous, on y veille avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le superviseur, on y veille pour l'intérêt des assurés. Parce qu'une entreprise qui est solvable, c'est une entreprise qui paye ses sinistres. Et on a vu que des entreprises qui étaient mal supervisées, mal solvabilisées, qui intervenaient par exemple en libre prestation de services depuis des pays européens hors de France, qui faisaient faillite dans l'assurance construction, eh bien on avait des assurés qui se retrouvaient le bec dans l'eau, et ça c'était inacceptable. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la solvabilité des assureurs, c'est un bien commun. Voilà. Et pardonnez-moi. Je voudrais vous redonner le micro, Monsieur Levallois. Où est-ce qu'il y a un micro? Tiens, je vous prends celui-ci. Pardon, on est un petit peu court. J'entends ce qui vient d'être dit de la part du représentant de l'État. Est-ce à dire que l'État est un petit peu en train de vous tordre le bras pour vous dire il faut faire autrement, rapprochez-vous, interdiction de supprimer une assurance? Ah non. De résilier sans raison, pardon. Non, je crois que c'est pas ce que Martin Landais a traduit ou a dit à l'instant. Pardon, j'ai fait une traduction un peu rapide. Je laisse traduire correctement, Franck. Bah, écoute, je vais essayer de traduire, Martin. Alors, traduisez. Je vais faire ce que je peux. Bon, non, en fait, ce que Martin dit, c'est qu'il y a d'abord un code des assurances qui est là pour protéger les assurés, quels qu'ils soient, particuliers, professionnels, entreprises, collectivités territoriales. Mais ce code, il est établi entre assureurs. Mais pas du tout. C'est la loi. Oui. C'est la loi. Vous l'acceptez? Votée par les parlementaires. Voilà. Donc c'est la loi. Et ensuite, la partie réglementaire, elle est établie par les services du Trésor, pas que le service du Trésor, mais d'autres administrations également. En fait, c'est une réglementation qui s'impose aux assureurs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la première responsabilité d'un assureur, c'est d'être présent le jour du sinistre pour indemniser. Il n'y a pas pire que d'avoir un assureur, de compter sur un assureur, et puis le jour du sinistre, en réalité, que cet assureur ait fait faillite. Et ça a pu arriver avec certains assureurs étrangers, comme Martin le signalait à l'instant. Il y a encore eu des cas. Il y a quelques années. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Hein. C'est le point le plus important. Ensuite, ce qui, à mon avis, a été à l'origine aussi, enfin un des aspects de la mission qui a été confiée donc à Jean-Yves Pagès et à Alain Chrétien, c'est aussi de renouer ce dialogue. C'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui. Hein. Le dialogue, c'est le début de la compréhension mutuelle. Et sans compréhension mutuelle, de toute façon, on ne trouvera aucune solution. Donc là, il faut qu'on arrive à comprendre. Et, pardon, mais je fais un rebond par rapport à ce qui était dit précédemment. En termes de sinistralité, quand vous dites
bon, il y a des sinistres, d'accord, mais en fait, il faut que les autres payent. En fait, les autres, c'est qui? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et aujourd'hui, personne ne trouve agréable de voir sa prime automobile augmenter. Personne ne trouve agréable de voir la prime de sa multirisque habitation augmenter. Mais bien évidemment. Et d'ailleurs, vous devez avoir des administrés qui viennent vous dire la fin du mois est difficile, elle est compliquée. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est pas... Enfin, pardon, mais là aussi... stigmatiser, taper sur le tarif, il ne traduit que la montée des risques. La montée des risques dans une période où il y a des violences urbaines qui accroissent le niveau de risque, un dérèglement climatique, et on l'a encore vu il y a quelques jours là sur le terrain dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, avec des inondations dramatiques et avec des élus qui étaient mobilisés. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, ces risques ne vont faire que croître. Et le besoin de protection, lui aussi, ne va faire que croître. Donc la solution, elle n'est pas dans le fait de trouver quelqu'un d'autre pour payer ce qui naturellement va augmenter, parce que les risques augmentent, mais c'est d'essayer de tout faire pour réduire cette augmentation, freiner cette augmentation des risques. Et ça, c'est la prévention et c'est le dialogue. Alors, prévention, dialogue. Monsieur Louisy, je vous tends un micro, pardon. Hop. Oui, vous vouliez réagir. Excusez-moi de rebondir, parce que vous m'aviez bien précisé qu'il ne fallait pas aller dans la confrontation, mais aller dans le dialogue. Et ce dialogue, il m'intéresse lorsque vous dites qu'on ne peut pas faire payer les autres. Ça voudrait dire que nous, collectivités, il va bien falloir qu'on trouve l'argent pour payer, puisqu'on ne peut pas faire appel à la solidarité de l'ensemble des cotisants. Ça veut dire qu'on va devoir taper dans l'impôt. Et cette solution ou cette orientation ferait que les territoires, les communes où le risque serait très fort, où les sinistres seraient très importants, seraient pénalisés parce qu'on devra aller chercher l'argent autre part pour pouvoir payer les sinistres, là où les assurances n'interviennent pas. Donc ça ne peut être que sur l'impôt. Donc ça voudrait dire que nous, à ce niveau-là, on va devoir imposer, avoir une fiscalité beaucoup plus forte sur notre territoire, pour pouvoir faire face à un risque qui n'est pas forcément couvert par la solidarité nationale de l'ensemble des assurés, de l'ensemble des cotisants. Et c'est pourquoi je vous ai dit que les 200 milliards de chiffre d'affaires, il faut le mettre dans un tronc commun et ne pas faire la distinction. Et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que tu as dit. On ne peut pas faire la distinction entre collectivités publiques. On est tous sur le même territoire de la nation. Et un petit coup de cœur pour dire, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'Hexagone, il y a aussi l'outre-mer, à rajouter dans les stratégies que vous avez définies tout à l'heure. On a tendance souvent à l'oublier et regarder ce que nous vivons. C'est pourquoi je remercie encore une fois l'Association des maires de France de nous avoir permis, à travers ce groupe de travail, d'exprimer et de faire part de notre expérience et de ce que nous vivons. Je profite de ce que vous venez d'appeler de vos voeux, le fait que ces deux pots de mutualisation, les privés que nous sommes, les collectivités que vous êtes, puissent éventuellement se rejoindre. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou pas? J'ai entendu ce qui était dit tout à l'heure. Ce ne sont pas les mêmes risques, ce ne sont pas les mêmes assurés, mais malgré tout, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce sens? En tout cas, il va falloir qu'on ait ce débat. On voit, il y a des pistes d'accord sur la commande publique, où on est d'accord pour trouver des solutions pour la simplifier. Et ce que tu viens de dire sur le fait que nous, les élus, nous sommes les porteurs du service public national, que partout en France, finalement, les risques sont les mêmes et que l'ensemble des Français doivent nous aider à supporter ces risques, et que ces 200 milliards par rapport aux 300 millions de chiffre d'affaires, si on mélange, si on dilue ces 300 millions dans les 200 milliards, on doit pouvoir trouver des réponses. Alors, mon collègue, mon partenaire de France Assurance n'est pas d'accord. Il rit un peu jaune. C'est normal, puisque nous sommes en train de confronter nos points de vue. Il y a des règles prudentielles, on vient de le rappeler. Il faut que nos assureurs soient solides, crédibles, qu'ils puissent se servir pour capitaliser leurs entreprises. On est bien d'accord. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour diluer un risque. Un risque, pour être soutenable, il doit être partagé. Oui, bien sûr. Un risque, pour être soutenable, il doit être partagé. Si toute la misère du monde reporte sur vos épaules, je vous souhaite bien du courage. Si toute la misère du monde, on en fera chacun un petit bout sur nos épaules collectives, c'est moins lourd. Ça pèsera moins lourd. Et c'est peut-être un principe simpliste,
mais c'est ce principe-là qui doit s'appliquer pour l'assurance des collectivités, parce que, je le répète, le jour où on ne peut plus s'assurer, c'est tous les services publics de France qui sont paralysés. Martin Landais. Merci. Peut-être, sur ce que vous venez de dire, je crois que c'est effectivement extrêmement important de se rendre compte que de toute manière, les solutions qui pourront être envisagées et que la mission d'Alain Chrétien et de Jean-Yves Dagès proposera au ministre de l'économie et à celle des collectivités locales, ça sera forcément des solutions de coopération et des solutions collectives, puisqu'on voit bien que si on appuie sur un bout, ça ressort à l'autre. Et donc il faut avoir une vision d'ensemble, sinon on ne s'en sort pas et il n'y a pas de solution pérenne. Sur les pistes que la mission pourrait creuser, je crois que, Alain Chrétien l'a dit, il y a le code de la commande publique, parce que ça veut dire, en termes économiques, c'est réduire la symétrie d'information entre l'assuré et l'assureur. Ça, c'est un vrai sujet de fond. Ça, c'est un vrai sujet de fond. Vous appelez de vos voeux à ce qu'il change? En tout cas, nous, l'objectif, c'est d'objectiver les choses. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu que pour l'instant, il n'y a pas de choses qui ont été mises sur la table comme ça, un peu tombées du ciel, parce que c'est précisément un diagnostic d'experts, de gens qui sont sur le terrain, et c'est pour ça que Alain Chrétien et Jean-Yves Dagès ont été missionnés, parce qu'ils connaissent le terrain, ils connaissent les risques, et c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose vu du Trésor. Enfin, je veux dire, on a d'autres qualités, mais on ne connaît pas par cœur les réalités locales, il faut le dire, et donc on a besoin d'être nourri de ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi la connaissance par les collectivités de leurs biens, de leurs risques, et on pense que là aussi, il y a des marges de progrès, et ce serait intéressant de voir comment on améliore cette connaissance. Et le troisième point, c'est en effet la prévention, parce que la prévention, c'est clé. Quand vous avez des sinistres qui sont supérieurs aux primes, vous avez deux possibilités. Soit vous augmentez les primes, soit vous baissez les sinistres. Et, comme je le dis souvent, un bon risque pour un assureur, c'est un risque qui ne se matérialise jamais. Et donc, en ce sens, il y a quand même un alignement d'intérêts avec les assurés, parce que vous disiez, monsieur Leroy, que finalement, les assureurs, ils faisaient tout pour ne pas payer quand il y avait un sinistre. Je vous laisse cette appréciation. En revanche, là, ce avec quoi je suis totalement d'accord, c'est qu'ils feront tout pour que le sinistre n'arrive pas. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que, en termes de solutions collectives, la prévention, c'est une piste qu'il faut creuser. Et je suis désolé, pardon, je finis, mais je voulais juste citer un chiffre, c'est que d'après une étude de la Caisse centrale de réassurance, la CCR, qui est un réassureur qui intervient notamment dans le cadre des catastrophes naturelles, montre que quand on a un plan de prévention des risques d'inondation, les risques diminuent de 40%. Donc, alors on va en toucher un mot. Je voudrais que monsieur... on va en toucher un mot avec messieurs Ménacide. Mais, oui, alors, je pense que Eric et Sébastien vont rebondir là-dessus, parce qu'on est tous concernés aujourd'hui maintenant par nos PCS, nos plans communaux de sauvegarde. Vous avez tous reçu une lettre du préfet. Madame le maire, monsieur le maire, révisez votre PCS, etc. Alors, ça peut faire peur à certains. Le PCS, c'est tout simple. C'est que si vous avez un risque d'inondation, où est la barque? Est-ce qu'il y a des rames dans la barque? Ou si vous avez une coupure de courant, où est le groupe électrogène? Est-ce que vous connaissez la clé du local où il y a le groupe électrogène? C'est toujours comme ça. Dans la panique, il faut aller chercher le groupe électrogène, sauf qu'il est enfermé dans l'atelier, que Jean-Robert, il est parti en vacances avec sa femme et que c'est lui qui a la clé. Et donc, on ne peut pas ouvrir l'atelier. Et donc, on est coincé. Le groupe électrogène, il est coincé dans l'atelier parce que le copain, il est parti en vacances. Ça sent le vécu. Donc, le PCS, c'est tout simplement ça. Qu'on soit une commune de 50 habitants ou une commune de 500 000 habitants, c'est faire le recensement des moyens dont on dispose pour faire face à un risque éventuel dans notre commune. Alors, si c'est l'incendie, il vaut mieux vérifier que ces bâches soient pleines. Si c'est l'inondation, il vaut mieux vérifier qu'il y a des rames dans la barque. C'est tout simplement ça. Donc ça, on sait faire. La prévention des risques, je pense qu'on est tous concernés par ça. Vérifier que ces sprinklers fonctionnent tous. Je vais pas revenir sur l'exemple de la commission de sécurité, mais Sébastien et Eric font un travail exceptionnel sur le sujet pour que chaque commune soit dotée d'un PCS à la hauteur de ses moyens. Et il ne s'agit pas d'aller chercher un AMO à 15 000 € pour répertorier le nombre de rames dans la barque ou la clé de Jean-Robert. On est donc, d'accord. Tout ça est extrêmement concret et accessible à toutes les communes. Éric Ménassi, vous préconisez véritablement, d'une part, l'acculturation des populations. Il faut que les gens sachent
quels sont les risques, qui comprennent et qui fassent en sorte d'être prêts, de se prémunir d'un certain nombre de choses. Vous envisagez aussi l'aménagement des territoires, faire en sorte de prévenir les risques, ce qui était évoqué à l'instant. Et puis, vous me disiez, il y a une ambition politique qui fait que les maires eux-mêmes doivent prévoir les risques, aménager, être à la tête du bateau, finalement. Alors, deux réflexions. D'abord, dire à Alain que je connais très bien Jean Robert. On en a quelques-uns dans notre territoire. Vous le connaissez tous ici oui, dans cette salle. On le connaît très bien. Et ensuite, vous dire et répondre à monsieur, évidemment, le constat que nous faisons tous, il part d'abord d'une réalité qui est la résilience territoriale. Sommes-nous en capacité, les uns et les autres, à avoir cette ambition territoriale pour faire en sorte que nos territoires soient moins vulnérables? Ça, c'est un constat qu'on partage avec les assureurs, avec tous. Moi, je crois que je voudrais revenir sur le constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, la situation n'est plus tenable. Et que la mission que tu vas mener, elle est essentielle pour nous parce que nous savons très bien qu'à moyen et à long terme, le prix à payer ne sera plus supportable pour nos collectivités. Donc je crois qu'il faut partager ça. Ensuite, nous savons, nous, les maires, que sur nos territoires, le premier travail que nous avons à réaliser, c'est réduire la vulnérabilité. Et cette réduction, elle se fait de manière différenciée sur le territoire national et ultramarin. Je crois qu'il faut avoir cette humilité de penser que les choses qui se font à Mandelieu ne se font pas en Guadeloupe et ne se font pas à Trèbes. Et pourtant, si l'ambition est partagée, les travaux sur le terrain sont totalement différents. Donc, réduction de vulnérabilité, avoir une vraie ambition urbaine pour notre territoire. Vous savez, avant 2018, je ne connaissais pas le mot de résilience. Personne ne nous parlait de résilience. Depuis 2018, résilience est prononcée au moins 200 fois par jour dans les médias. Il reste à savoir d'où on part quand on parle de résilience. La vraie résilience, c'est accepter une réalité et savoir qu'est-ce qu'on fait, non pas pour la balayer, mais pour la réduire. Je crois que cette humilité est nécessaire et je crois qu'elle doit guider l'action publique dans tous les sujets. Monsieur, le micro est là. Monsieur Leroy. Levallois. Levallois, pardon. Pardonnez-moi. Non, mais je constate que en fait, dans les territoires, chez vous, vous avez Jean Robert, et en assurance, nous avons Cerise. Bon, c'était juste pour vous faire sourire. Hein. C'était rien de plus. Non, je voulais revenir sur le plan communal de sauvegarde. En fait, nous, on le prend comme un signal faible. Parce que c'est vrai que c'est fait pour protéger d'abord les personnes. On n'est pas on est sur votre responsabilité, et qui est une responsabilité, j'allais dire première, évidemment, c'est mettre les personnes en sécurité. On n'est pas sur les bâtiments, sur les flottes, hein, sur les biens matériels, bien sûr. Mais simplement pour vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 12 000 communes qui, dans le cadre des plans de prévention de risque, doivent avoir un plan communal, doivent se doter d'un plan communal de sauvegarde. Il y en a combien, selon vous, qui en ont un? Qui en ont fait un sur le 12 000? 11 000? 10 000? 9 000? Non, un peu plus de 7 000. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur une obligation qui date d'il y a 20 ans, il y a à peu près 60% des communes qui se sont mises, entre guillemets, aux normes. Pourquoi les autres ne l'ont-elles pas faite? Ça, je ne sais pas. C'est pas moi je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je ne jette pas la pierre. Vous avez énormément de choses à faire sur le terrain et parfois vous avez des moyens très, très limités. On le sait. Ce que je veux vous dire par là, et c'est ce qu'on partageait avec Alain Chrétien, c'est qu'en fait, il y a un chemin d'acculturation au risque. On peut le dire comme ça et tout le monde dira ben oui, c'est normal, il faut se former au risque, il faut avoir conscience des risques. Mais en fait, aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. Et donc, il y a un effort de pédagogie. Et là, je crois que les assureurs prennent leur part. Je crois même que la fédération que je représente aujourd'hui prend sa part en travaillant avec l'AMF à un guide pédagogique pour justement faire en sorte que les élus locaux aient conscience des risques
auxquels eh bien, ils sont soumis, qu'ils subissent, auxquels ils sont confrontés et qu'ils doivent gérer dans une logique de prévention pour réduire le niveau des risques et faire en sorte qu'on retrouve les conditions de l'assurabilité. Arnaud Schneeweiss. Oui, moi je voulais revenir sur à la fois ce que Martin a pu dire sur le dialogue, ce que M. Leroy a dit sur ses difficultés d'indemnisation, parfois sur les 80 véhicules. Donc la médiation de l'assurance, dont je crois que les services de l'AMF vont faire une certaine publicité sur le fait que désormais vous pouvez la saisir, donc permettra d'intervenir dans les cas dans un cas comme celui que M. Leroy a évoqué. Nous, le cœur de notre mission, c'est de regarder le contrat entre l'assuré et l'assureur, donc avec la collectivité locale, et suite à un événement climatique, suite aux émeutes, à des bâtiments incendiés, donc suite à un sinistre, et de dire si l'assureur doit délivrer ou non sa garantie, et est-ce que le montant indemnisé est le bon, en fonction de ce que des experts auront pu analyser, donc les rapports d'experts, en fonction de ce que prévoit le contrat. Il y a des franchises, il y a des plafonds, etc. Il peut y avoir des exclusions de garantie. Hein. Qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui est exclu. Voilà. Le cœur de notre mission, c'est celui-là. Et donc, on pourra le mettre au service des collectivités locales désormais. Donc, dans un cas comme celui qui a été évoqué, on pourra intervenir. Est-ce que vous avez... Alors, on peut faire passer le micro dans la salle, si vous le souhaitez. Ce que j'aimerais vraiment, si vous avez des questions, et j'insiste bien sur le mot question, ne faites pas forcément un résumé ou une étendue de tous vos contrats d'assurance, vos difficultés, etc. Si vous avez une question pour les experts qui sont ici, puisqu'on a la chance de les avoir, ils sont en mesure de vous répondre. Et dites-nous peut-être juste d'un mot, si vous êtes élu et d'une commune de quelle taille à peu près? Oui, alors Jeannie-Claude Solis, maire de Saint-Jouvent, 1700 habitants. Alors nous, on a un conflit avec notre assureur en ce sens que nous avons été 18 ans sans sinistre et l'année dernière, nous avons eu 3 sinistres. Et on nous envoie un courrier en disant que l'augmentation sera de 20%. Donc je comprends bien qu'il y ait une évolution. D'une part, l'inflation, elle touche aussi. Mais je trouve que ce mode de non-discussion est quand même très préjudiciable parce qu'on a vraiment l'impression d'être, la vache à payer. Par ailleurs, par rapport à ces plans de prévention, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est par exemple un certain nombre de normes qui deviennent excessives. J'ai eu un exemple très récemment. Ma cantine n'avait plus d'électricité. L'élu d'astreinte, qui était moi-même, est appelé. Et donc, je vérifie que le réseau, il y a de l'électricité. Et en fait, il faut remettre le disjoncteur. Mais le disjoncteur est dans un local où il y a aussi d'autres armoires électriques. Et donc, j'ai vu que je n'avais pas accès à la clé. J'ai fait vouloir faire une clé supplémentaire. Et il m'a été dit que, n'ayant pas l'habilitation électrique, je n'avais pas le droit de toucher au disjoncteur. Donc, au bout d'un moment, on se dit, je ne sais plus quelles sont nos responsabilités et nos risques. Parce qu'on est en permanence dans ces sujets-là de qu'a-t-on le droit de faire, de ne pas faire. Chez moi, le disjoncteur, je sais, hein, je fais le disjoncteur général, puis un par un, je vois où c'est que ça cloche. Et évidemment, si ça redisjoncte, j'appelle un électricien. Mais ne pas toucher au disjoncteur pour un maire et se le faire dire par ses agents techniques, c'est quand même fort de café. Alors, ça pose la question de la complexité des contrats et de la responsabilité après de... je sais peut-être vous, Arnaud Schneeweiss, qui pourriez en dire un mot. Le contrat est-il respecté si madame qui n'a pas d'habilitation d'électricité a malgré tout touché ça? Et puis après, il y a une étincelle et il se passe quelque chose de pas terrible. Oui, alors, je sais pas, après, il faut lire les contrats, le médiateur, les conditions générales, les conditions particulières. Après, il faut voir contrat par contrat. Mais bon, la complexité des choses est un sujet. Voilà. Madame évoque une augmentation de tarifs qu'elle trouve raide. Là-dessus, il y a la liberté du commerce et la liberté contractuelle, c'est-à-dire, ça a été dit par différents intervenants, y compris par M. Chrétien dans ses propos introductifs. Il y a une liberté. Il y a une liberté de la part. Les assureurs ont le droit de résilier un contrat en respectant les formes, mais ils ont le droit de le faire en estimant que ça ne correspond plus à leur politique tarifaire ou à leur politique de souscription d'une façon générale. Donc, ce sont des acteurs privés. Donc aujourd'hui, cette liberté, elle existe. Voilà. Et donc nous,
à la médiation de l'assurance. On ne pourra pas intervenir sur ce genre de sujet si l'assureur souhaite ne plus assurer une collectivité. S'il a respecté les formes, il a le droit de le faire. Voilà. Et ensuite, le sujet, c'est vive la concurrence. Alors, j'entends bien qu'il n'y a pas assez de concurrence. Oui, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de concurrence. Mais si vous trouvez que votre assurance est trop chère, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que essayer de trouver mieux. Mais Martin Landais, vous voulez dire un mot? Juste. Pardon, non, mais pour compléter ce que disait Arnaud, en effet, dans les missions qui sont les nôtres, c'est de créer des conditions de réelle concurrence. Et effectivement, avoir un marché avec deux acteurs, on ne peut pas considérer que ça crée des conditions de concurrence satisfaisantes. Et j'entends les conditions de concurrence satisfaisantes, c'est au bénéfice des assurés. Et donc, créer les conditions d'assurabilité, c'est aussi créer les conditions qui fassent revenir des acteurs sur le marché pour mettre de la pression sur les assureurs qui y sont et essayer de rééquilibrer un peu les relations entre les assurés et les assureurs. Est-ce que le droit pourrait obliger toutes les assurances, toutes les compagnies d'assurance d'une certaine taille, par exemple, à avoir une part de son portefeuille consacrée aux collectivités locales, ce qui permettrait de passer de 300 millions vers les 200 milliards et rééquilibrer ce dont on parlait au début? Ça peut aussi être le refus de vente. Interdire le refus de vente et obliger à répondre. Par exemple. Là, sur le thème de la loi, tout reste ouvert. Moi, vous avez évoqué les 20%, je trouve que ce n'est pas si excessif que ça par rapport à d'autres. C'est toujours beaucoup, mais il y en a, c'est beaucoup plus. Et ton exemple, cher collègue, je savais bien qu'il y avait un problème de clé quelque part dans cette assistance. Elle est là. Et ça veut dire qu'il faut que tous, on se remette en cause dans nos fonctionnements. Et qu'effectivement, si tu remets le disjoncteur et que tu prends un coup de jus et que tu te retrouves grillé dans ton atelier, tu seras responsable parce que tu n'étais pas habilité, la collectivité sera responsable, l'assureur, lui, il va se défausser en disant « vous n'aviez pas le droit de le faire, vous l'avez fait quand même ». C'est un vrai sujet. Il faut qu'on se remette en cause dans nos fonctionnements quotidiens. Peut-être que tu devrais réfléchir dans ton PCS, est-ce que j'ai un agent habilité qui, lui, sera disponible à ce moment-là pour relancer le disjoncteur? Je sais, c'est fastidieux. Dans une petite commune où vous avez un agent, il n'est pas disponible 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, peut-être qu'il faudrait qu'un adjoint passe un certificat. C'est le centre de gestion peut le proposer. L'adjoint aux affaires aux techniques ou l'adjoint aux travaux soit habilité pour le faire. C'est un questionnement aujourd'hui qu'on est obligé d'avoir. Notre représentant de France Assureur nous disait qu'il y a une appropriation des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, on doit réfléchir à toutes ces affaires-là parce que ça peut causer des soucis. Si, quand tu enclenches le disjoncteur chez toi à ton domicile, il t'arrive la même chose, les conditions juridiques seront différentes. Alors que si ça t'arrive en tant que maire dans la commune, là, il y aura des conséquences qui seront importantes. Donc il faut que chacun dans nos collectivités, en fonction de nos problématiques, on réfléchisse. Alors naturellement, on ne peut pas anticiper tous les problèmes. Mais il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on se dise à quel problème on est confronté. Quand ça disjoncte, qui est-ce qui peut redisjoncter? Qui est-ce qui a le droit de disjoncter? On a tous le droit de disjoncter un jour, ça c'est sûr. Mais qui a le droit de remettre le courant? Toutes ces questions-là, il faut qu'on se les pose. C'est fastidieux, ça peut être complexe, mais il faut qu'on se les pose, quelle que soit la taille de la commune. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur, allez. 2. On va faire court. Soyez bref. Oui, je vais être bref. Donc Thomas Fromentin, président de la communauté de l'agglomération autour de Foix en Ariège. Je voudrais qu'on revienne sur la capacité de résiliation unilatérale des assurances alors que nous, collectivités territoriales, on gère des services publics. Je vous explique notre histoire rapidement. On passe un marché entre 2021 et 2022. Il y a une seule offre. On prend 98% d'augmentation. L'année suivante, l'assureur nous dit si vous n'acceptez pas 25% d'augmentation, on résilie. Et l'année suivante, là, au mois de mai, j'ai reçu un courrier de moins de 10 lignes, sans aucune explication, nous disant « Nous résilions votre assurance dommages aux biens à compter du 31 décembre 2023 ». Vous allez faire quoi? On est obligé de relancer un marché. Moi, je ne sais pas ce qu'il y aura derrière. Donc là, on relance derrière. Et le pire, ce serait éventuellement le gré à gré. Donc moi, franchement, et le modeste élu local que je suis a découvert à ce moment-là qu'un assureur, il peut tout simplement dire « je résilie » et que nous, on a l'incapacité de faire. Je ne le comprends pas. Nous gérons des missions de service public. De mon point de vue, c'est incompréhensible.
Donc on a compris, parce que vous disiez tout à l'heure, que ça peut être une piste. C'est une piste, mais il faut mettre la pression pour au moins obtenir 6 mois de report. C'est possible. C'est possible. Vous mettez la pression, vous pouvez obtenir, chers collègues, tu peux obtenir 6 mois de... Alors, naturellement, tu repousses le problème, mais ça te donnera 6 mois pour relancer un appel d'offres. Et la jurisprudence Grand Port de Marseille va faire jurisprudence par définition. Et je vous le dis, mes chers collègues, les résiliations au 31 décembre 2023, à partir d'aujourd'hui, c'est pas possible. Et vous devez obtenir 6 mois de délai au moins pour avoir la capacité de vous retourner. La jurisprudence Grand Port de Marseille doit vous le proposer. Je proposerai que l'AMF envoie l'arrêté du Conseil d'État pour que vous puissiez dire à tous vos assureurs, vous n'avez pas le droit de me résilier au 31 décembre, vous êtes obligés de me laisser 6 mois de plus. Et ça, c'est essentiel. Faites passer le message à vos assureurs. Et je le fais passer à celui-ci en premier, voilà, pour qu'il le dise, à ses collègues. Monsieur, dernière question. Oui, Gilles Delepeau, moi c'est juste un constat. Vous avez dit tout à l'heure que les appels d'offres, c'était compliqué pour les assureurs. C'est aussi compliqué pour les collectivités, pour nous. Il faut faire beaucoup de documents. Donc effectivement, ça décourage les assureurs, mais pour nous, c'est un travail phénoménal pour des petites communes. En plus, ça crée des marchés à durée limitée, à durée ferme, ce qui fait que même si l'assureur ne résilie pas pendant la durée du contrat, il peut ne plus répondre par la suite. Et ça n'ouvre effectivement pas le dialogue. Donc je pense qu'il faut savoir quand même que pour faire un contrat aujourd'hui d'emprunt avec un banquier, on n'a pas besoin aujourd'hui d'appel d'offres. Donc je pense que si on voulait renouer avec l'assureur pour rediscuter d'une année sur l'autre et essayer de mettre notamment sur le domaine de la prévention, parce que quand on est dans le cadre d'un appel d'offres, on ne peut pas bouger le contrat. C'est-à-dire que sinon on déséquilibre les conditions du contrat à l'origine et on ne peut plus discuter ni du tarif ni des conditions contractuelles. Merci pour ce point de vue. Je vais vous demander, messieurs Ménassi et Leroy, puisque vous êtes les co-présidents de la mission au sein de l'AMF, un mot de conclusion. Bien entendu, on savait bien qu'on n'allait pas trouver les solutions. Il y a des pistes qui sont clairement établies, hein, on l'a vu. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces 2 heures ? Alors déjà, vous remercier, ainsi que tous les intervenants, et de saluer tous nos collègues élus qui sont dans la salle, qui aujourd'hui sont bien sûr en première ligne de cette difficulté. Donc que retenir ? Déjà que le constat, il est partagé, à la fois par les collectivités, j'espère par les assurances, et j'ai bon espoir, et aussi par l'État. Et ça ne pourra fonctionner que si on est tous ensemble à se parler, et Alain là-dessus aussi fait preuve d'un engagement sans réserve, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sachez que le maire aujourd'hui est en première ligne, à la fois de la protection et de l'aménagement de son territoire face à tous les risques. C'est le sens de l'histoire, c'est le sens aujourd'hui de l'évolution législative. Plus le temps passe et plus nous allons être responsables de tout. Et là-dedans, il y a 2 mots-clés qui sont à mon avis essentiels. Prévention, mais la prévention c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'il faut préparer son territoire, mais encore faut-il y avoir les ressources, et pour ça il ne faut pas que les frais de fonctionnement explosent. Or aujourd'hui, on a une incapacité à pouvoir travailler sereinement dans l'avenir avec parfois des hausses de cotisations sans avertissement ou, comme ça a été bien dit, des résiliations manu militari qui ne sont plus acceptables, avec un risque aussi, c'est que les assureurs, ça a été d'ailleurs très bien dit, c'est qu'ils se retirent du marché des collectivités parce que trop compliqué. Là aussi, on voit que le code des marchés publics n'est plus du tout adapté à ce sujet. Donc il faut qu'on soit dans la prévention et dans le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, les seules relations qu'on a, en tout cas, et je pense que c'est à 90% le cas avec mes collègues, qu'on a avec nos assureurs, c'est pas comment est-ce qu'on va mieux préparer le territoire, qu'est-ce qu'on peut faire sur tel bâtiment, c'est voilà, soit on rompt le contrat, soit on vous en monte, mais à part ça, il n'y a pas de dialogue. Donc il faut que ce dialogue soit rétabli, mais pas rétabli uniquement dans un sens contractuel, de rétabli dans un sens de travail collectif, pour que si un territoire se prépare et s'aménage et se sécurise, s'il fait des investissements qui protègent ces bâtiments, qu'il y ait aussi un retour sur investissement qui rentre dans le plan de financement, parce que sinon c'est tout à fait impossible. Et effectivement, il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui n'ont pas les ressources financières suffisantes pour le faire seules. Donc là, il y a aussi un sujet à aborder sur les intercommunalités ou sur l'accompagnement de l'État, parce qu'aujourd'hui, protéger les biens publics, ça va aussi dans le sens à la fois du maintien du service public et de la bonne gestion. On ne peut pas aujourd'hui imaginer que des services publics puissent disparaître du jour au lendemain suite à un cataclysme et qu'après on nous explique qu'on n'est pas assuré pour telle ou telle raison ou qu'on vous indemnise pour refaire à l'identique. Aujourd'hui, on ne peut plus reconstruire à l'identique, ça n'existe plus. Donc il y a de l'espoir parce que ça commence. Éric Ménassi.
Que voulez-vous que je rajoute à ce qu'a dit Sébastien? Pas grand-chose. C'est parfait. C'est parfait, non, mais remercier effectivement les uns et les autres. Vous dire combien l'AMF est investie dans ces sujets, et dans celui-là en particulier. Dire à Alain combien son travail va être précieux pour nous, parce qu'au travers de nos déplacements avec Sébastien, on se rend bien compte que cette problématique est prégnante. Elle est prégnante et elle inquiète nos collègues qui se trouvent démunis devant des complexités, des exemples par milliers. Moi, je suis assez confiant, paradoxalement. Je suis assez confiant parce que, à l'heure où les maires sont au centre de toutes les problématiques, je crois qu'ils sont aussi au centre de toutes les solutions. Et donc nous avons un enjeu majeur devant nous et une volonté à faire. Donc merci à tous et vive les communes de France. Voilà, vive les communes de France. Longue vie à elles surtout, dans la sérénité et la sécurité. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci infiniment aux experts qui nous ont entourés.